Merci à toutes et à tous. Désolé pour ce cafouillage technique. Merci aux organisateurs, organisatrices du workshop. Alors, pour des raisons de temps, sachant que voilà, on a en plus perdu du temps, je vais faire l'intervention et puis mes collègues, donc Sarah Abdelnour et Dominique Méda, se chargeront par la suite de répondre aux questions. Alors, nous, ce qui nous a intéressé, on a fait une enquête sur des services d'inspection de l'État qui se sont confrontés aux plateformes numériques et aux plateformes numériques de travail, en particulier les plateformes qui ont posé le plus de problèmes au pouvoir public, qui ont été le plus appréhendées par les pouvoirs publics, qui sont les plateformes de livraison et les plateformes de transport. Alors, ce qu'on constate dans un premier temps, quand on regarde un petit peu quelles sont les actions publiques qui ont été menées en France vis-à-vis de ces plateformes, vis-à-vis des plateformes numériques de travail dans leur ensemble, on pourrait dire que c'est plutôt une politique d'accompagnement de leur modèle économique, qui est un modèle économique qui se fonde, comme vous le savez toutes et tous, sur du travail indépendant, c'est-à-dire que les travailleurs des plateformes ne sont pas salariés de ces entreprises. Donc, c'est ce qu'ont pu montrer justement très bien les révélations en juillet dernier par des journalistes du cas Uber Files, où on voyait bien les échanges entre le sommet de l'État, Emmanuel Macron, qui était à l'époque ministre de l'économie, et Uber pour faciliter son implantation. Et le deal qui était un petit peu passé entre les deux, entre ces deux parties, c'était Uber demandait au pouvoir public de sécuriser leur modèle économique, c'est un peu le terme qu'ils utilisent, en disant voilà, nous avons besoin du statut d'indépendant pour que notre modèle puisse fonctionner. Et en échange, le sommet de l'État se disait ce sont des politiques innovantes qui, à terme, pourraient créer de l'emploi, mais créer de l'emploi hors du salariat. Donc, ça a produit un certain nombre de choses, de politiques publiques, notamment le fait, c'est pas anodin, que dans le Code du travail français, qui est un code plutôt synonyme de droit des salariés, les travailleurs des plateformes, en tant qu'indépendants, sont rentrés dans le Code du travail, mais avec des droits qui sont dégradés par rapport aux salariés. Parce qu'il faut avoir en tête que le salariat, en France et ailleurs, a été le principal levier, le principal moyen d'action qui a été utilisé pour améliorer les conditions de travail et les droits sociaux qui sont afférents, puisque quand on regarde les travailleurs des plateformes qui ne sont pas salariés, ils n'ont droit par exemple ni à des congés payés, ni à des protections en termes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Eux, ils peuvent tout au plus être couverts par des assurances santé ou des assurances privées, mais qui échappent à un modèle public de protection sociale. Bon, ce que nous, on a constaté dans notre enquête, c'est que ces politiques publiques, il n'y a pas que ces politiques publiques en ce qui concerne les travailleurs des plateformes, puisque nous avons enquêté sur des services d'inspection qui, eux, voient la chose tout autrement, pour preuve, et puis avec un certain succès, puisque en mars dernier, en mars 2022, on a eu un procès à Paris qui s'est tenu contre la plateforme de livraison Deliveroo, qui a abouti à la condamnation pour travail dissimulé de la filiale française et de ses dirigeants en disant voilà, qu'ils auraient dissimulé des milliers d'emplois salariés à l'État. Et ce procès, sur quoi il se fonde? Il se fonde sur une enquête de l'inspection du travail. Et il faut voir que cette enquête, ce n'est pas un cas isolé, c'est une enquête qui fait partie d'une série d'actions menées par des services d'inspection, par des corps de contrôle. En premier lieu, donc l'inspection du travail, mais également les services d'inspection des URSSAF, qui sont une des institutions de la sécurité sociale française qui se charge de faire attention à ce que la sécurité sociale soit correctement financée. Donc, il se charge de recouvrer les prélèvements sociaux. Et ce qu'on peut dire sur ces corps d'inspection, contrairement notamment à ce qui peut être connu dans les pays anglophones, ce sont des corps d'inspection qui ont des missions extrêmement étendues, extrêmement généralistes, c'est-à-dire qu'ils sont chargés de faire appliquer l'ensemble du Code du travail, l'ensemble du Code de la sécurité sociale, et sont en capacité d'intervenir dans tous les secteurs d'activité. Pour autant, nous, on a été un petit peu, voilà, ce qui a amené l'enquête, c'était notre surprise finalement que ces actions publiques puissent exister, puisque ces actions publiques qui vont essayer de promouvoir, si vous voulez, de meilleures conditions de travail sur les plateformes, ou à tout le moins un salarié des plateformes, ne vont pas de soi. Bon, déjà parce que, premièrement, elles apparaissent comme dissidentes par rapport aux politiques que soutiennent l'exécutif, le sommet de l'État. Ensuite, parce que depuis les années 80 en France, on a un droit du travail qui est passé d'un droit qui visait à protéger les salariés contre l'arbitraire patronal à un droit qui est devenu ou qui a été mis au service
de la compétitivité des entreprises. Alors là, du coup, on se demande comment, eh bien, on peut utiliser ce droit pour améliorer le travail, pour protéger les travailleurs. Et puis, un troisième temps, c'est aussi que les travaux qui existent sur l'inspection du travail, il n'y a pas d'équivalent sur l'URSSAF, eh bien, montrent qu'on est face à une institution qui est en crise, qui est de plus en plus sommée de faire de la pédagogie, d'accompagner les entreprises, de moins les contrôler. Et puis, historiquement, on a aussi des pratiques, des moyens qui recourent très très peu aux tribunaux de la part des inspecteurs du travail, alors que ce qu'on a pu trouver, nous, dans notre enquête, c'est qu'au contraire, le recours aux tribunaux pour faire requalifier les travailleurs des plateformes était absolument central. Du coup, on s'est posé un certain nombre de questions, c'est-à-dire voilà, comment ces actions peuvent exister malgré tout. Dans quelle mesure permettent-elles ou non, eh bien, d'améliorer le travail sur les plateformes numériques? Et enfin, de quels moyens, eh bien, ces agents disposent, pour faire entendre leur vision des choses, leur vision de ce que devrait être le fonctionnement du travail sur les plateformes. Donc, pour ce faire, on a réalisé une enquête qu'on pourrait qualifier d'ethnographique dans une même région, auprès d'une direction régionale du travail et d'une URSSAF. On a conduit des entretiens avec une vingtaine d'agents des deux côtés, à la fois des agents aussi du ministère des Transports et des magistrats. On a également participé à des opérations de contrôle de chauffeurs utilisant des plateformes menées par ces administrations. Et puis, on a également étudié des procès-verbaux et des notes techniques produites par ces administrations. Je vais revenir sur nos résultats en trois temps. Premier temps, c'est d'essayer de comprendre effectivement comment se fait-il que ces actions existent, par rapport à d'autres actions que mène l'État. Eh bien, on pourrait dire que si ces actions existent, elles existent pour trois raisons. C'est que, tout d'abord, ou deux grandes raisons plutôt, c'est qu'elles s'inscrivent dans une parfaite continuité avec les missions de ces services d'inspection, des services d'inspection qui sont en partie autonomes eh bien, d'autres segments de l'État, si vous voulez. Alors, c'est très vrai pour l'inspection du travail, puisque les inspectrices du travail qu'on a rencontrées eh bien, ont décidé d'elles-mêmes, de leur propre chef, d'enquêter sur des plateformes et elles peuvent le faire, notamment parce qu'elles sont protégées, elles l'ont beaucoup mis en avant, par une convention de l'OIT qui est la convention 81. Et donc, elles nous disent que leur principal souci, c'était effectivement les conditions de travail sur les plateformes qui sont causées par le statut d'indépendant. Elles nous racontent, et donc j'ai mis l'extrait d'entretien, un monde du travail qui est marqué par une forte accidentologie, l'impossibilité, parce qu'on n'est pas indemnisé, de se mettre en arrêt, et donc avec des conséquences sur la santé des travailleurs sur le long terme. Et elles nous disent, voilà, les productions sont très limitées pour les travailleurs indépendants. En ce qui concerne l'URSSAF, les choses sont un petit peu différentes. C'est-à-dire que les URSSAF sont des institutions qui existent un petit peu à côté de l'État, puisqu'ils appartiennent à la sécurité sociale, qui a un budget propre, un mode de gouvernement propre, ce qui fait que voilà, c'est des institutions qui sont un peu à côté de l'État central. Et leurs missions sont également un peu différentes. Elles sont moins directement centrées sur la protection des travailleurs, mais sur la récupération des cotisations sociales qui permettent donc de financer eh bien, la sécurité sociale française. Alors, eux, que nous disent-ils? En fait, ils sont moins soucieux dans l'immédiat, si vous voulez, d'assurer une amélioration du travail, à mesurer si le travail est décent ou pas décent. Ce qui les intéresse en premier chef, parce que c'est lié à la mission de l'institution, c'est de savoir si les entreprises eh bien, ne classifient pas ou n'utilisent pas différents statuts pour échapper eh bien, à leurs obligations sociales. C'est-à-dire qu'en gros, pour une entreprise, il est moins cher eh bien, d'utiliser eh bien, un travailleur indépendant. On aura moins de cotisations sociales à payer qu'un travailleur qui lui est directement rattaché par le biais du salarié. Alors, comment justement les URSSAF en sont venus à s'intéresser aux plateformes? Par deux choses. Tout d'abord, c'est par des plateformes qui sont des plateformes d'échange de biens et de services, typiquement eBay, qui posaient la question eh bien, de la frontière entre les amateurs qui vendaient des objets de façon extraordinaire et puis des professionnels qui en faisaient une activité à temps plein et qu'ils avaient du mal à contrôler. Et puis, l'autre chose qui les a amenés à s'intéresser aux plateformes, c'est l'essor du travail indépendant, particulièrement avec un statut qui s'appelle le régime de la micro-entreprise, qui est en plein essor depuis une dizaine d'années maintenant, qui est extrêmement utilisé par les travailleurs des plateformes, très valorisé également par les plateformes elles-mêmes, du fait de la facilité notamment de la création du statut. Il se trouve que les travailleurs indépendants ne déclarent pas, ne cotisent quasiment pas à la sécurité sociale, ce qui, pour nos enquêtés, posait une question de mise en péril du financement eh bien, de la sécurité sociale publique. Et donc, pour eux, finalement, les plateformes, c'est à la fois un problème et un levier. C'est-à-dire qu'ils nous disent que si on arrive à salarier ou à faire entendre que le salariat des plateformes eh bien,
est une politique entendable, eh bien, ça permettrait à cette institution, par le même coup, de récupérer très facilement un ensemble de cotisations. Deuxième source de légitimité, si vous voulez, pour comprendre comment ces actions existent, c'est que ces actions sont placées dans le sillage de politiques de lutte contre la fraude. Et donc, finalement, elles s'inscrivent dans des politiques de lutte contre la fraude et contre la fraude sociale, qui sont des politiques qui sont tout à fait endossées, acceptées par l'État central, et donc elles peuvent se retrouver aussi légitimées en inscrivant leurs actions contre les plateformes en disant voilà, que les plateformes pratiquent des politiques frauduleuses contre lesquelles on doit lutter. Et donc, ça leur donne des moyens, ça leur donne une légitimité d'action, notamment une capacité d'interagir avec d'autres administrations, notamment des magistrats, notamment des agents du ministère du Travail, des corps de police, qui eux aussi sont impliqués dans des missions de lutte antifraude. Alors maintenant, quels moyens elles ont concrètement pour agir? Maintenant, on a vu qu'elles pouvaient intervenir de façon légitime ou qu'elles avaient des marges d'action pour le faire. Eh bien, elles ont peu de moyens. C'est ce qu'on constate. On constate que, à la fois pour ces agences, c'est quelque chose d'important, mais qu'en pratique, dans la région dans laquelle on a étudié ce phénomène, en ce qui concerne l'inspection du travail, il y avait tout au plus 5 inspecteurs qui déjà étaient spécialisés sur le travail illégal, qui s'étaient intéressés aux plateformes. Et en ce qui concerne l'URSSAF qu'on avait enquêté, il y avait un peu plus de monde, puisqu'on avait une partie des agents qui étaient spécialisés au sein d'une cellule Internet qui contrôlaient des plateformes qui, pour eux, ne posaient pas de problème en termes de salariat ou d'indépendance. Mais si on regarde strictement les agents qui étaient spécialisés sur cette question de savoir que, enfin, ou en tout cas le travail sur les plateformes ou sur certaines plateformes aurait dû être du salariat, eh bien là on a aussi tout au plus 5 personnes qui se sont impliquées sur le sujet, donc ce qui est très peu. Et donc ça explique aussi tout d'abord le faible nombre de plateformes qui ont été enquêtées. Donc là, je vous ai mis un tableau avec les quelques plateformes qui ont été enquêtées sous l'angle de la relation d'emploi par les deux institutions qu'on a pu étudier. Donc là, ce n'est pas seulement au niveau régional, mais c'est au niveau national. Ce qui explique aussi que les inspecteurs et les inspectrices du travail ont dû choisir leurs cibles. Et on a pu voir qu'elles ont choisi les cibles les plus médiatiques, puisque choisir des cibles médiatiques comme Deliveroo ou Uber, par exemple, ça permet de pallier leurs faibles moyens. Ça permet, selon elles, selon ce qu'elles nous racontaient, de mettre sur agenda un problème public, de faire prendre conscience aux travailleurs des dysfonctionnements qu'il y avait dans ce secteur d'activité. Et en ce qui concerne les agents URSSAF, bon, eux, c'était un petit peu différent. Il y avait moins cet enjeu de mise sur problème public que de savoir qui on allait contrôler et pourquoi. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y avait pas des risques que si on contrôlait les travailleurs indépendants qui utilisaient les plateformes, est-ce que ce n'était pas aussi une façon d'avaliser le fonctionnement des plateformes ou s'il fallait uniquement aller aller uniquement s'intéresser aux entreprises elles-mêmes. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que les URSSAF et les inspections du travail ont enquêté ensemble sur les plateformes de livraison et de repas et elles ont utilisé des modes de contrôle qui sont extrêmement traditionnels pour ces services d'inspection, c'est-à-dire qu'ils ont fait des contrôles sur place, ils se sont rendus auprès des directions de ces entreprises, ils se sont rendus auprès des travailleurs eux-mêmes et ils ont essayé de comprendre comment très concrètement était organisé le travail, regarder les relations entre les travailleurs et la plateforme pour voir s'il s'agissait pour eux de salariat ou d'indépendance, puisqu'il faut savoir qu'en France, eh bien, le contrat de travail est d'ordre public, c'est-à-dire que ce ne sont ni les travailleurs ni les entreprises qui choisissent si on est salarié ou indépendant, mais c'est bel et bien un juge que saisissent, suite à des opérations de contrôle, suite à des enquêtes, eh bien, les services que l'on a pu rencontrer. En effet, nous, ce qui nous a également marqué dans l'enquête, c'est que le gros du travail de ces corps d'inspection est tourné vers la production d'un document qui s'appelle le procès verbal qui est ensuite transmis à un tribunal, puisque pour ces corps d'inspection, le recours au contentieux, le recours au droit est vu comme le seul moyen de transformer le travail sur les plateformes. Donc, il y a quelque chose qui nous paraissait intéressant dans ce travail de passage au droit, si vous voulez, c'était que pour eux, c'était une façon de se placer sur le terrain de la neutralité, sur le terrain finalement au-dessus du politique,
pour légitimer leur action non seulement auprès des magistrats, mais également auprès des médias et également voilà, de contrer un petit peu les politiques qu'ils voient comme court-termistes de l'exécutif. Je vais m'arrêter là, simplement vous dire en conclusion, puisque nous, ce qui nous a intéressé, c'était effectivement d'enquêter sur des services de l'État social qui, en acte, essayaient de défendre le salariat. Ce qui nous a également intéressé de souligner, c'était qu'en fait, pour eux, véritablement, de s'inscrire dans des politiques de lutte contre la fraude, eh bien, a été un moyen de légitimer leur action, mais en allant non pas contrôler les assistés sociaux comme le font généralement ces politiques, mais plutôt les entreprises qui tentent d'échapper au salariat et à un modèle de protection sociale. Ce qu'on a constaté également, c'est que ces services d'inspection, s'ils peuvent le faire, s'ils peuvent défendre les travailleurs des plateformes par le salariat, c'est qu'ils sont encore rattachés à des institutions qui sont solidement ancrées dans la défense du monde salarial, que ce soit l'inspection du travail ou les URSSAF, qui appartiennent au monde de la sécurité sociale. Et ce qu'on a également constaté enfin, c'est ce que je disais juste avant, c'est que le droit, pour ces administrations, constitue véritablement une ressource pour se placer au-dessus des politiques de l'exécutif et pour revendiquer une légitimité en quelque sorte qui serait celle de la légalité et de la rationalité par rapport à des politiques qui ne feraient que accompagner un modèle social qu'ils jugent et qu'elles jugent destructeur et qui conduirait à du mauvais travail. Voilà, je vous remercie.